Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une célébrité française. Et oui, un comédien, chanteur espagnol devenu un habitué de nos fictions. Son rôle d'Adrián Muñoz dans Clem a séduit tous les Français. Talentueux, beau et doué, mon invité du jour est aussi à l'aise face à une caméra que sur un parquet de danse et devant un micro à chanter ses propres chansons. Artiste pluridisciplinaire, donc, il sort un tout nouvel album, Enamorado, ce 12 avril. La France et l'Espagne sont frontaliers, mais culturellement, tout semble les opposer. C'est en France que sa carrière s'est révélée et perdure. Pourquoi tant d'artistes préfèrent faire carrière en France ? Hasard de la vie ou choix stratégique ? On en discute aujourd'hui avec Agustín Galeana. Bonjour Agustín. Bonjour, comment ça va ? Merci pour ta fidélité. C'est toujours un plaisir de venir parler un peu avec toi et voilà, c'est cool. Ose devenir celui dont tu rêves, c'est la devise de ce podcast. Qu'en est-il pour toi en 2024 ? En fait, quand je suis parti de l'Espagne, je suis parti pour m'échapper d'une situation personnelle et économique très 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 compliquée, et j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je me retrouverais à travailler autant comme je travaille et avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi ça a été un choix très difficile. Je me suis mis beaucoup en danger, mais aujourd'hui je me rends compte que le fait de sortir de ma zone de confort, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui et d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Parle-nous un peu de ton enfance. Tu es né en Espagne. Quel genre d'enfance as-tu eu ? Écoute, j'ai eu une enfance un peu particulière parce que, en étant un enfant heureux, mes parents ils se sont séparés très tôt. Et chose que j'ai pas vécu ça d'une façon très gaie, tu vois. Et parce que c'était le premier couple qui s'est séparé de la ville. Et du coup, mon frère et moi, on a été très vite pointés du doigt comme les fils du couple séparés. Et voilà, tu vois. Et en plus, mes deux parents, ils sont athées. Dans l'école, moi j'étais l'unique enfant dans mon cours qui faisait pas les cours de religion, donc j'étais un peu isolé. Donc tout ça, ça m'a effacé un peu ça m'a créé une différence par rapport aux autres, qui m'a procuré un peu de. Bon, un peu non, j'étais souvent harcelé à l'école et tout ça. Donc même si j'étais un enfant heureux. J'étais un enfant très heureux, mais j'ai vécu ça pas bien, quoi. On l'entend souvent chez les artistes. La singularité fait que les enfants sont souvent harcelés. Tu rêvais de quoi quand tu étais petit ? Je rêvais d'être danseur. Déjà ? Je rêvais d'être artiste. Ton premier amour, ça a été la danse ? Oui. Ouais. À quel âge tu as découvert la danse ? En fait, la danse, je l'ai découvert physiquement très très tôt parce que je viens d'une famille espagnole, d'une famille où la joie de vivre elle est présente tous les jours à la maison, dans le fête de Noël, les anniversaires, les week-ends à la campagne, pas et tout ça. Pas nécessaire d'être artiste quand on est espagnol, ça vibre. Ça vibre, c'est vrai. Mais après, l'appel artistique, ça a été à mes 14 ans que je suis allé voir une pièce de danse classique et j'ai voulu, et quand je suis sorti, je voulais dire à ma mère, je veux faire ça de ma vie. C'est ce que je veux faire à 14 ans déjà. Tu as fait le ballet classique de Valence. Oui, mais ça c'était dans ma biographie, mais c'est vrai que j'ai fait ça dans la dernière file du corps de ballet. J'étais même derrière le rideau, quoi. Et tu vois, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait évidemment. J'ai dansé dans un très beau théâtre, mais c'est vrai que je faisais partie de la foule. J'étais pas mis en avant du tout, quoi.
Mais tu continues tout d'abord la danse. Tu as été formé à la Fondation Shakespeare d'Espagne, une vraie carrière de danseur. Non, des comédiens. La Fondation Shakespeare d'Espagne, c'était ma première compagnie de théâtre, en fait. Donc très vite, ça se mélange. Oui, à mes 18 ans, 19 ans, j'ai fait ma première audition parce que je vois que j'arriverai jamais à être danseur parce que c'était trop tard. Et que tu te mettais une sacrée exigence parce oui, que tu aussi. étais parti dans le classique. Oui, mais j'étais parti dans les classiques, mais beaucoup plus tard, pas à mes 14 ans. À mes 14 ans, je décide de lui dire à ma mère, c'est ça que je veux faire. Mais ma mère, elle me dit, non, il faut que tu fasses des études. Je fais les études et à mes 18 ans, quand j'ai fait mes études et je passe mes cours pour aller à l'université, je lui dis, voilà, jusqu'ici, j'ai fait ce que tu voulais, mais là, c'est mon tour. Et c'est là que j'ai commencé la danse classique, mais à 18 ans, c'est impossible, c'est trop tard. Et c'est là où ma mère, elle m'a proposé de passer une audition pour la Fondation Shakespeare d'Espagne. Et mon premier contact avec le théâtre et avec l'interprétation, ça a été avec les vers de Shakespeare. Incroyable. Et ça a été une découverte parce que pour moi, c'était pas le métier que je voulais faire. Tu vois. Soutenu par ta mère, poussé par ta mère. Oui. Et à ce moment-là, même si quelques années avant, elle m'avait interdit ou elle m'avait conseillé de ne pas faire de la danse. Et très rapidement, tu te lances dans une carrière, une véritable carrière qui a commencé en 97. La liste est beaucoup trop longue. Danse, théâtre, TV, film. Oui. Et c'est là où ça m'interroge, parce que tu as un sacré CV de 1997 à 2008. Oui, c'est ça. Que s'est-il passé? Tu disais une crise économique. C'est la crise économique espagnole qui est arrivée. Un mauvais choix de changement d'agent. À ces moments-là, le blocage de l'agent, de la part de l'agent parce que son fils, il était aussi comédien, on avait le même âge, on accédait au même personnage, et du coup, je me suis vu piégé dans cette histoire, et voilà. Et moi, voilà, c'est les choses de la vie. Pourquoi la France? Parce que je pense que le fait que mon père était prof de français, qu'il ne m'en a jamais parlé à la maison, il n'a jamais parlé en français à la maison, et que quelque part ça m'a fait fantasmer avec la France. Et dans l'inconscient, il y avait quelque chose que je voulais soit me ressembler à lui, soit faire quelque chose qu'il avait fait, ou tu vois, il y a un truc comme ça dans l'inconscient. Et j'ai décidé de venir en France parce que j'avais un très bon ami que je connaissais depuis 15 ans et qu'il pouvait me loger au début parce que j'avais pas du tout d'argent. Et recommencer à zéro. Et recommencer à zéro parce que je parlais même pas la langue. Et ça a été vraiment une sacrée aventure. Se mettre en péril. Oui, en danger. Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Survivre. Quelle différence tu as rencontrée entre les castings français et espagnols? Y a-t-il une grande différence ou finalement, quand tu t'es remis sur le chemin, c'est revenu à toi comme ça facilement? Parce que les castings, tu connaissais. Oui, je connaissais, mais après, c'est vrai que les castings auxquels je pouvais accéder en France, ils étaient toujours marqués par mon accent et c'était différent qu'en Espagne. En Espagne, il était marqué par ta typologie, la couleur des yeux, le genre de comédien que tu es et tout ça. Mais ici en France, il y avait quelque chose qui coinçait au début et c'était mon accent. Aujourd'hui, je continue à avoir un accent, mais il est complètement différent. Il est travaillé, il est un peu plus joli, je pense. Je parle mieux que quand je suis arrivé. Et voilà, Est-ce que tu te rappelles de ton premier film en 2009 en France? C'était en 2000. Je l'avais tourné avant. Je l'avais tourné parce que c'était une coproduction franco-espagnole avec Gérard Jugnot. Voilà, film Rose et Noir. Oui, film Rose et Noir. Tu t'en rappelles bien? Oui, bien sûr, parce que en fait, j'ai tourné qu'à Séville. J'ai pas tourné en France. C'était une coproduction franco-espagnole et c'était à l'époque de l'Inquisition et c'était toute la cour française. À l'époque, c'était avec des costumes colorés, avec une gaieté,
tu vois, c'était les splendeurs du royaume de Louis XIV, tu vois, ou de Louis XVI, je me rappelle plus. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais c'était voilà, d'un roi français avec les talons, les couleurs, les trucs pompeux, tu vois. Et en Espagne, on était en pleine inquisition, tout le noir, tout voilà, l'église qui prenait le dessus et tout. Et voilà, et le film racontait ces doubles tranchants, ces chocs de culture. 2013, tu t'installes à Paris, tu passes des castings. On t'a bien accueilli. Oui. Ce côté latino, c'était bien accueilli. Oui, au début, oui. En fait, très vite, j'étais pris pour une émission de chant qu'on a fait, ça s'appelait Rising Star. Et voilà, et ça a été la première opportunité qu'on m'a donnée. Après, je suis allé chez France 2, tourner avec Clovis Courniac, où j'ai tourné dans la série Chef, où j'ai joué un grand chef de cuisine espagnol qui venait le remplacer dans son restaurant, mais il ne se laissait pas faire. Quand on voit ta carrière, ça a été un enchaînement. Oui. C'est la chance, c'est les rencontres, c'est ton talent, évidemment, mais ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que ça a été vite? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? En fait, je pense que la rencontre, c'est avec toi-même. Je pense qu'en Espagne, j'étais en train de vivre un moment où j'étais pas bien dans ma peau, où j'avais beaucoup de soucis avec ma famille, j'avais des soucis économiques, j'avais des soucis de couple, j'avais tous les soucis qu'une personne peut avoir, et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas aligné, j'étais pas bien avec moi-même. Et quand je suis arrivé en France et j'ai pu commencer à soigner tout ce mal-être que j'avais, j'ai commencé à sortir un peu la tête. Et dans ta singularité et individualité, tu t'es révélé. Je me suis révélé, mais c'est drôle, parce que c'est un boulot alimentaire qui m'a permis de faire ça. Quand je suis arrivé en France, j'ai cherché un boulot lambda pour pouvoir survivre, parce que je suis arrivé avec une valise avec plein d'espoir et 1000 balles. Et no tenía donde caerme muerto. Wow. J'avais pas... Non, c'est vrai, c'était une situation très difficile. Et très vite, j'ai passé des auditions pour faire des visites guidées pour des hispanophones, où je recevais beaucoup d'Argentins. Il y a beaucoup de Sud-Américains, beaucoup d'Espagnols, d'hispanophones. Et tous les jours, j'avais des groupes des hispanoparlants où je pouvais faire mon show en racontant l'histoire de Paris et de la France. Et c'est ça qui m'a permis de me retrouver avec moi-même, de me faire un cercle d'amis, de commencer à gagner de l'argent, de me retrouver avec moi-même, de me retrouver avec une nouvelle rencontre avec le métier de comédien, parce que j'avais la possibilité de raconter, entre guillemets, maquiller un peu l'histoire de la France, de la raconter d'une façon grandiose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui m'a permis, de prendre confiance en soi. Oui, de prendre confiance en moi de t'installer et d'y aller. Oui. Et d'y aller. Oui. Et alors, par où tu as démarré? Oui. Pour tous les membres de casting.fr et tous ceux qui nous écoutent, tu as commencé par quoi? En arrivant un Espagnol qui connaît personne. Si je te raconte, tu vas halluciner, parce que je ne parlais pas un mot de français. 3 jours après, j'avais appris 2 monologues phonétiquement. J'ai appris 2 monologues en français phonétiquement, et je me suis tourné. J'ai tourné ça. Une self-tape avant même que ça existe? Non, j'ai tourné ça avec 2 amis, tu vois. Mais c'est ça que j'ai fait. Tourner de monologues appris phonétiquement, et je les ai envoyés à tous les agents de Paris. Audacieux. Je fais 100 mails personnalisés, et il y en a 6 qui m'ont répondu. Et voilà. Et ça a démarré. Et ça a démarré comme ça. Quel succès, évidemment, avec Clem, un succès extraordinaire. À ce moment-là, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as un peu pris la grosse tête? Parce que tu étais quand même extrêmement exposé, extrêmement médiatisé. On tombait toutes pour toi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris la grosse tête? Je pense pas. Je pense pas, parce que j'avais déjà 40 ans. J'avais vécu un moment difficile et de galère très compliqué.
je pense que j'avais déjà pris la grosse tête quand j'étais en Espagne et j'avais travaillé pendant 8 ans à la télé espagnole. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que j'avais pris la grosse tête, sinon que une à sorte ce moment-là, d'assurance. à ce moment-là, je pensais que c'était fait. Et dans ce métier, il n'y a jamais rien qui est fait. Il n'y a jamais rien qui est acquis. Il faut toujours être là. Il faut toujours travailler. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours s'ancrer au sol. En fait, quand tu arrives au sommet d'une montagne, c'est la base de la suivante. On n'est jamais... En fait, t'arrives jamais là où tu veux arriver. Et le fait d'avoir appris ces moments que j'ai vécu en Espagne, de galères où personne m'a appelé pendant 4 ans, j'ai pas reçu un appel d'un producteur. Ça m'a permis d'un côté apprendre aussi que c'est moi le moteur de ma carrière. C'est moi qui crée ma carrière. C'est moi qui y va. C'est à moi qu'on va appeler. Personne va appeler à ma place. Tu vois, c'est à moi de créer l'avenir, tu vois. Cette créativité comme moteur. Ça d'un côté, et de l'autre côté, savoir, voilà, ce que je viens de te dire, que rien n'est acquis, qu'il faut toujours travailler, se remettre en question et surtout, moi, il y a une chose que j'ai fait souvent, c'est que j'ai beaucoup de doutes. J'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Est-ce que je chante bien? Est-ce que je chante pas bien? Est-ce que je joue bien? Est-ce que c'est pas bien joué? Ah, j'aurais pu faire mieux. Et le fait de me remettre en question juste après être en backstage, après les applaudissements du public ou après quand on coupe une séquence et je me remets en question, j'aurais pu faire ça. Le fait de savoir que j'aurais pu faire mieux, même si c'est dur, ce jugement que j'ai sur moi-même, ça me fait vouloir être mieux pour la suite, et évoluer et travailler encore plus. Et dans cette évolution, tu nous surprends. Ton ADN, c'est d'être un artiste pluridisciplinaire, la danse, la musique, la comédie. Je n'irai pas te demander lequel tu préfères, parce que je pense que tu ne saurais choisir. En fait, c'est compliqué parce que en fait, je me sens interprète. Tu vois, c'est même pas que je me sens artiste complète, je suis un interprète. Je peux interpréter une séquence ou je peux interpréter une chanson. C'est comme si tu me demandes qu'est-ce que tu préfères, maman ou papa. Moi, je suis pas du tout danseur. Moi, je suis comédien, je suis chanteur, mais je suis surtout interprète. Je raconte des histoires avec des personnages ou avec des chansons. C'est ça que je trouve intéressant. Et là, aujourd'hui, on célèbre la sortie de ton 3e album, Enamorado. Quel joli titre, tu nous en parles? Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai commencé à construire cet album, ça fait déjà 4 ans. 4 ans de travail. Oui, 4 ans de travail. 10 chansons originales et 2 reprises. Oui. Énorme. Oui, c'était un travail très méticuleux, c'était un travail minutieux, c'était un travail d'artisan presque, parce que je voulais vraiment livrer un album pas comme les autres. Je ne voulais pas chanter des chansons pour chanter des chansons. Ça a été un travail de chercher les bons auteurs, de participer à l'écriture, d'écouter beaucoup, de choisir, de dire ça oui, ça non. Là, on va commencer par le refrain. Non, là, tu vois, ça a été un travail très, très particulier que je voulais prendre vraiment le temps. C'était le 3e. En espagnol, tu sais qu'il y a une phrase faite qu'on dit « a la tercera va la vencida ». Tu vois, et la 3e, c'est la bonne. Et je me suis dit que le public aussi, il méritait d'avoir la chance que je livre un travail plus mature, plus travaillé, avec une sonorité qui me correspond plus, d'aller plus de pousser un peu plus les curseurs vers un style à moi. Et pour faire ça, il faut prendre le temps, il faut patienter. Et voilà. Donc, où est-ce que tu l'as enregistré? En France ou en Espagne? Je l'ai enregistré en Espagne. En France, pardon. En France. Je l'ai enregistré en France, pardon. Avec qui? De qui tu t'es entouré?
En fait, je l'ai construit avec mon manager Christian Puech et avec, évidemment avec l'aide des équipes d'Universal. Le réalisateur qu'on a choisi, ça a été Thierry Dicara. C'est un super réal, c'est une personnalité avec une sensibilité incroyable qui a su très bien me diriger aussi en studio pour sortir la voix que je sors là. Et voilà, je suis un artiste que j'aime bien. J'aime bien le travail de construction des personnages en équipe. Moi, je suis jamais je suis la tête, mais je suis jamais le responsable du résultat final. Mes personnages, c'est pas moi qui les fait tout seul. Moi, je suis la tête, je suis le résultat, mais derrière, il y a tout un travail de toutes les équipes qui met sa patte et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans mon travail, le partage. Moi, la solitude ne m'intéresse pas. Et lorsque tu parles de ton style, comment tu pourrais le définir, ce style ? C'est un style qui fait bouger le corps, même si avec des sonorités hispaniques, avec des guitares andalouses. La particularité de mon style et la force de mon style, je pense que c'est, même si on parle d'amour, on ne parle pas tout le temps du chagrin. Je ne parle pas tout le temps de la peine, je ne parle pas tout le temps de vouloir me couper les veines, je ne parle pas tout le temps de vouloir me tirer des cheveux, parce que l'amour aussi, on peut être heureux en amour. L'amour, il peut nous donner de l'énergie. L'amour, il peut changer notre journée. Tu vois ce que je veux dire ? Enamorado, ça veut dire amoureux, justement. Oui. Et on a l'impression, en t'écoutant et en observant ta carrière, comme je le fais, qu'il y a un renouveau et une vraie gaieté qui s'est installée en toi, comme si enfin tu étais apaisé. Oui, et c'est vrai, parce que en fait, l'album il s'appelle Amoureux, ça veut dire enamoré, enamorado. Mais quand tu es amoureux, tu es dans un tourbillon d'émotions. Et moi aujourd'hui, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je décide d'aimer. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Je décide d'aimer les autres, je décide d'aimer moi. Et vraiment, ça peut être une phrase faite de psychologie argentine, le fait qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais c'est vrai. S'aimer, c'est s'accepter, s'aimer, c'est se respecter, s'aimer, c'est s'écouter, s'aimer, c'est comment te dire, c'est vouloir vraiment mettre sur la table l'album que j'ai voulu faire. C'est de me permettre de m'écouter, que si la maison de disques me proposait autre chose, je disais non, parce que moi je savais ce que je voulais, et je voulais ça, et ça c'est moi, et je m'accepte avec mes failles, avec ma joie. Trouver sa place enfin. Trouver ma place et me retrouver encore une fois avec moi et de me respecter. Parce que plein de fois, quand tu dis oui aux autres, tu te dis non à toi. Et souvent, quand tu dis non aux autres, tu es en train de te dire oui à toi. J'allais te demander quelle est ta plus belle rencontre. J'ai l'impression que c'est avec toi. Oui, aujourd'hui, oui. Vraiment. Et franchement, quand je parle de l'amour propre, je ne parle pas du narcissisme. Je parle vraiment de savoir qui tu es, de t'aimer comme tu es, de t'aimer avec tes imperfections, de t'aimer, d'aimer la voix que tu as. J'ai mis longtemps à aimer ma voix. J'aimais pas ma voix. Parce que je pensais que c'était pas assez d'homme. Tu vois ? Parce qu'il y avait une sensibilité, parfois quand je chante, qu'il y avait une sensibilité, qu'il y avait une fragilité, qu'il y avait des aigus. Et non, et aujourd'hui, j'ai appris que ça fait partie de moi, qu'il faut que je l'accepte, parce qu'elle est belle. Parce que les hommes, on est beaux quand on montre la fragilité et la sensibilité. Et je trouve que ça, c'est important de montrer ça aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais justement aux artistes qui attendent, qui sont dans le doute, qui n'osent pas révéler leur singularité ? Est-ce qu'il y a un chemin à prendre ? Oui, le chemin, c'est d'accepter les doutes. Le chemin, c'est d'accepter la peur. Le chemin, c'est de la percer.
Le chemin, c'est de s'asseoir à côté de la tristesse ou à côté de la peur, de lui donner la main et lui dire, voilà, oui, on est là, mais voilà, d'ici 1 heure, tu pars. OK, parce que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Accepter sa vulnérabilité. Oui, c'est ça, accepter sa vulnérabilité. Et surtout, pour moi, c'est très important de se mettre toujours en question, de te remettre en question tout le temps. Lorsque tu retournes en Espagne, est-ce que tu as déjà eu envie d'embrasser à nouveau une carrière espagnole? J'imagine qu'on t'a sollicité. Aujourd'hui, tu fais partie du patrimoine français, on ne te laissera pas partir. Qu'en est-il? J'ai pas le temps. C'est ça, tu n'as plus le temps. J'ai pas le temps. Tu retournes en Espagne beaucoup? Oui, je retourne beaucoup parce que j'ai toute ma famille là-bas. Et voilà, là, entre toi et moi, je suis très bricoleur. Je rétape une maison de campagne de la famille. Ah. Et j'adore faire ça. Mais c'est vrai que j'ai très envie de jouer dans ma langue maternelle. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup, j'ai très envie, mais c'est vrai que les propositions que j'ai reçues d'Espagne, elles ne sont pas à la hauteur des propositions que j'ai reçues en France, donc je préfère rester ici qu'aller là-bas. On m'avait proposé une très belle série, ça fait presque 1 an, je suis allé passer le casting pour une série qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps, et je suis resté entre les 3 derniers pour jouer ce rôle d'un designateur hyper important, et finalement le rôle il n'a pas été à moi, mais c'est pas grave, parce que simplement le fait de passer des castings dans ma langue maternelle, pour moi j'avais déjà tout gagné. Et comme quoi, même quand on s'appelle Agustín Galiana, le risque de ne pas être choisi existe encore. Mais évidemment, tu sais combien de fois rien n'est jamais acquis. Mais tu sais combien de fois on me dit non? Mais plein de fois. Et aujourd'hui, tu l'acceptes. Mais aujourd'hui, je l'accepte et c'est normal. L'unique truc, c'est d'accepter ça et c'est de patienter. Et les choses qui sont pour toi, elles vont être pour toi. Et s'il y a un personnage ou il y a un projet qui ne doit pas être pour toi ou qu'on t'a dit non, c'est parce que ce n'était pas le moment pour toi. Parce que ce n'était pas ton moment. Quel est ton plus beau souvenir artistique? Ta plus belle rencontre artistique? Au moins un. Je sais que tu en as énormément avec toute ta carrière déjà acquise, mais un souvenir qui t'a marqué. Pour moi, la première rencontre avec Victoria Abril, une conversation avec Francis Huster dans une voiture, sur la route pour aller à la gare prendre un train. Des moments de grâce. Des conversations avec des artistes, une rencontre avec Patrick Bruel. Tu vois, il y en a plein. Il y en a tant. Tu vois. Que dirais-tu au petit Agustín, ce petit garçon dont les parents venaient de se séparer, celui qui n'allait pas au cours de catéchisme? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que c'est pas sa faute. Que c'est pas sa faute, qu'on l'aime. Qu'il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Même si je ne me le suis pas dit à l'époque, je pense que je l'ai fait. Mais surtout qu'il ne s'inquiète pas qu'il va être une belle personne et qu'il faut accepter ses imperfections, qu'il faut accepter ses failles, parce que c'est ça qui va le rendre spécial et c'est ça qui va le rendre différent. Et c'est pour ses failles et ses erreurs qu'il va être aimé. Merci pour ce beau moment de vérité. Enamorado. Écoutez-le parce qu'il est merveilleux. Merci Agustín, à bientôt. À bientôt.